Et oui, et ce soir, Marseille vénère à la VAR. On va en parler dans le détail dans l'after, évidemment, qui continue jusqu'à minuit et demi sur RMC, sur After Foot TV. L'after, première radio de France le soir avec Daniel Riolo. Daniel, bonsoir. Bonsoir les amis. Et qui dit Ligue des Champions et qui dit Olympique de Marseille dit bien sûr Eric Dimeco. Salut Eric. Salut Gilbert, salut Daniel, salut à tous. Tout à l'heure, les drôles de dames à minuit pour les autres résultats du soir. L'actu du jour également dominé par le cirque Gianni Infantino qui est en train de tuer le football. On vous expliquera pourquoi tout à l'heure si vous n'avez pas suivi l'actu du jour. Mais pour l'instant, on reste sur la Ligue des Champions. Il y a encore un match en cours. Les gars, qui n'est pas tout à fait terminé. Inter-Liverpool, non ? C'est Inter-Liverpool et Camille Bourrin suit tout ça pour nous. Bonsoir Camille. Bonsoir messieurs. Oui, Liverpool qui est en train peut-être de se sauver grâce à un but de Slobozaj sur penalty dans les dernières minutes de jeu. Score final pour l'instant, malgré ces quelques secondes encore qu'il reste, 1-0 pour Liverpool face à l'Inter. Les Reds se replacent donc provisoirement à la 8e place. L'Inter reculerait quant à eux à la 5e place provisoire. Je vous fais le bilan des autres matchs tout de suite ou pas encore ? Vas-y, tu peux envoyer les résultats. Allez, le Barça s'est fait peur mais a retourné le match en 3 minutes chrono grâce à Jules Koundé qui a signé son premier doublé en Ligue des Champions. Score final 2-1 pour le Barça face à Francfort. Le Barça se replace provisoirement à la 13e place. Belle opération aussi de l'Atalanta Bergame qui gagne 2-1 face à Chelsea grâce à un but de De Ketelaere et qui passe provisoirement 3e. Chelsea est 11e. Festival de buts aussi entre le PSV Eindhoven et l'Atlético ce soir. Le PSV a réduit l'écart grâce à un but de Ricardo Petti, mais c'est bien l'Atlético qui s'impose 3-2 et qui se hisse à la 7e place. Je vais y arriver, provisoire. Et puis Tottenham s'est imposé facilement 3-0 face au Slavia Prague et a atteint la 9e place provisoire. Merci Camille Borin et bonne soirée. On confirmera la fin du match Inter-Liverpool dans quelques secondes. Voilà, c'est fini. Pam, 1-0 pour Liverpool. Score final, on en reparlera tout à l'heure. Les 3 points, c'est parti, messieurs dames. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Daniel. Le premier point, une fois qu'on s'est épongé le front et qu'on a respiré un petit peu, on peut parler d'un OM qui doit être excessivement soulagé ce soir et à plus d'un titre pour le résultat, mais également sa position au classement. Maintenant, c'est faisable. Monaco, le point 2, un peu pareil. Alors, sur la fin, c'était peut-être un peu moins tendu, mais Dieu qu'il a fallu beaucoup souffrir pour aller arracher cette victoire. Et puis le point 3, ça peut être marrant, ça dépend, on dit toujours que la vérité dépend du point de vue. Quelle analyse on fera des situations VAR pour ceux qui aiment ou pas le VAR ? Est-ce que sans le VAR, les 2 buts auraient été accordés ou pas ? On ne sait pas ça, parce que tu peux aussi te tromper quand même à l'époque, on se trompait aussi sur les positions de hors-jeu. On a une petite idée. On va en parler, mais d'abord tes 3 points, Eric. Écoute, la belle soirée des clubs français du coup, puisque oui. les 2 clubs ont 9 points. Je crois que les prévisionnistes ou les ordinateurs ou l'IA a prévu une qualification plus basse en points que la saison dernière. Donc ça sent bon pour tous les clubs français. Pour le deuxième point, ouf. Pourquoi, quand tu es supporter de l'OM, tu es obligé de toujours souffrir, même quand un match semble simple ? Comment c'est possible ? Pourquoi on n'a pas le droit, nous, de voir un match un peu tranquille, des fois, de temps en temps, tu vois, tu mènes 3-1 et tu continues, et puis le match il est mort, et puis tu souffres. Au lieu de te mettre dedans tout seul, c'est ça ? Voilà, tout seul, voilà. Et ensuite, écoute, chapeau Rouli, chapeau Greenwood, et pour la VAR, je vais te répondre, Daniel. Démarrons par ça, parce que... Le chapeau Rouli, chapeau, mais chapeau en paille avec des trous dedans quand même. Oui, mais juste... Il sauve à la fin, c'est ça. J'ai bien compris, mais enfin bon, avant il te met dedans. Hein. Oui, mais il fait l'arrêt qu'il faut malgré tout au moment où... L'arrêt qu'il faut, si sur le premier but il fait l'arrêt qu'il faut, déjà t'évites de te mettre dans la merde. Et sur le deuxième but où il va, je sais pas où, à la pêche... Je suis pas sûr qu'il la voit partir. Ah d'accord, mais enfin sur les 2 buts, sur les 2 buts, je le trouve vraiment léger. Attendez, la VAR, parce que là je pense pas que Mehdi Benatia ce soir va publier les photos de la VAR comme il a l'habitude de le faire quand ça lui plaît pas. Mais là, c'est surtout la première situation là, où en fait même l'image, t'as l'impression que ça se joue à 1,50 mm en fait. Là en l'occurrence on le sait comment ça marche, donc là on nous dit qu'il y a un radar hyper élaboré, mais enfin on sait que tout dépend du départ du ballon, donc il faut juste dire que ça tombe du bon côté. C'est pas de la technologie là en l'occurrence, c'est limite de la pièce, donc tant mieux pour l'OM, comme quoi parfois ça peut tomber du bon côté.
Tant mieux. Surtout que ces derniers temps, il y a toujours eu polémique contre l'OM pour la VAR. Hein. Donc là, ce coup-ci, ça tombe du bon côté, tu as raison. Donc il faut le prendre. Pour répondre à ta question, Daniel, j'ai l'impression que sur le premier hors-jeu, l'arbitre ne signale rien. Alors peut-être qu'il ne signale pas parce qu'il pense que la VAR pourra corriger si jamais il y a un problème. Oui, de toute Par façon, contre, pour le toutes leurs second, décisions sont conditionnées par ça. sauf que pour le second, il signale. Pour le second, il signale. Oui, mais en fait, là bien avant que la VAR le prévienne, tu vois. Donc, oui, mais là, ça, on peut pas le voir comme ça, parce que comme tu l'as dit avant, en fait, ils réagissent, ils savent que de toute façon, ils n'ont pas besoin d'être méga attentifs et qu'il y aura la correction. C'est d'ailleurs le problème quand il y a le débat sur la VAR et sur les fameuses stats qu'on nous donne. Tu sais, la VAR a corrigé tant d'erreurs, etc., par match. Sauf que comme les arbitres laissent jouer un maximum parce qu'ils sont couverts par la VAR, bien sûr qu'il y a des actions qui sont corrigées, alors que peut-être que l'arbitre sans VAR, il aurait pris la bonne décision, tu vois. Alors que là, il laisse jouer. Écoute, voilà, donc, ça s'est bien passé, c'est tombé du bon côté pour l'OM 2 fois, ce qui est assez rare, de suite. Mais si tu veux, quand tu regardes ça, imaginons que c'est l'inverse. T'es dégoûté en fait. À la place de la Saint-Gilloise ce soir, tu dis ouais, un talon, c'est quoi? Un moitié de chaussure, de bout de machin, de trucs. Écoute, si tu veux, c'est un peu anti-foot, quoi, on va dire. Mais bon, là, ce coup-ci, ça tombe du bon côté. On prend, mais. Oui, parce qu'à l'époque, on disait avantage à l'attaque que quand tu es sur la même ligne, il y a but. Donc il y aurait eu but avant. Voilà. Mais bon, écoute, maintenant c'est ces règles. Parlons de ces règles, c'est tant mieux pour l'OM que ça a tombé du bon côté. Bon, c'est quand même une sorte de miracle cette victoire, on va pas se mentir. Écoute, alors déjà, entre Rouly qui à la fin te sauve la mise, ses coups de VAR et tout. Donc, avant d'arriver à l'impression finale et au sentiment qui domine là, le soulagement, la comptabilité, parce que c'est super important, ça y est, t'es relancé, t'y crois. Déjà, j'aimerais quand même revenir au début parce que comme tu sais jamais vraiment quel genre de compo il va mettre. Je peux dire que j'étais quand même assez content du 4-3-3 qui avait été choisi par De Zerbi, avec donc Timothée Weah qui est maintenant définitivement un arrière droit, même quand c'est une défense à 4. Donc l'équipe comme elle était alignée me plaisait. Restait à savoir les intentions, restait à savoir l'implication. Après le match qu'on avait vu vendredi, est-ce que ça allait se remuer un petit peu plus ? Mon Dieu, quand la Saint-Gilloise a mis, je dis c'est pas possible, ils vont pas prendre une marée comme ça va pas tourner à la catastrophe. La réaction des Marseillais m'a plu. Ça, déjà, c'était quelque chose de positif. Et pour faire rapide, et je vais passer la parole à Eric, dans une semaine, on a quand même... Ces débats autour du collectif, des individualités deviennent de plus en plus importants. Je sais que chez Vincent, ils ont encore fait toujours autour de Mbappé comme on l'a fait hier soir nous, et je pense qu'on l'a mal fait. Il faudrait se poser un peu pour faire ces débats de façon un peu plus propre. Oui, c'est très bien quand un collectif tourne et une bonne compo est choisie, mais on ne m'empêchera jamais de penser que quand tu as des mecs un peu au-dessus du lot, ça peut faire la différence. Et ce soir, oui, l'OM doit certainement son salut à Greenwood, qui est un joueur à part, et il ne faut pas avoir honte d'avoir un joueur à part dans une équipe qui fait la décision. Et en plus, il a non pas seulement été buteur, mais il a été bon sur tout le match. Et il a montré que c'était un joueur différent et le meilleur joueur de cette équipe. On peut l'écouter. C'est grâce à lui que l'OM a gagné ce soir. Et il ne faut pas avoir honte de le dire. On peut l'écouter, c'était sur Canal il y a quelques secondes. C'était important de prendre les 3 points. On en avait tellement besoin. Et les supporters nous ont supportés jusqu'à la fin. Ils nous ont mis beaucoup de pression, mais on a ces 3 points. On a encaissé des buts en fin de match en championnat. Là, on a les 3 points en Ligue des Champions. C'est important pour arriver au tour suivant. Voilà, homme du match, Greenwood. Oui. Ah, oui. Ouais. Je l'ai signalé dans les 3 points parce que c'est lui qui fait pencher encore une fois la balance au moment où ça va pas très bien. Concernant la compo, en effet, Daniel, moi quand j'ai vu le recrutement et notamment cette arrivée de plusieurs défenseurs centraux, je pensais vraiment que la solution c'était de jouer avec une défense à 3, avec 3 vrais centraux. Parce qu'ils en avaient beaucoup. Ouais, parce qu'ils en avaient beaucoup et parce que finalement, il n'y a pas trop de latéraux en réalité, de vrais latéraux, c'est-à-dire c'est vrai parce que quand t'as Weah et Emerson Palmieri, tu te dis c'est des mecs de couloir. Voilà. Ouais. Donc si tu veux, il y avait tout pour jouer comme ça avec Seg. Sauf que
en jouant à 5, tu as un gros problème au milieu de terrain parce que Absolument. ça manque d'épaisseur et tu perds un joueur, c'est trop important. Et à l'arrivée, là ce soir, tu vois par exemple la solution comme ça avec Emerson qui est capable malgré tout de rentrer dans l'axe et Pachao de venir un cran en dessous si jamais vraiment il faut densifier avec les 3 milieux de terrain. Mais malgré tout, tu as un Ouéa qui est un offensif et qui est capable d'apporter devant, mais qui maintenant fait le job derrière aussi. Voilà, donc c'est peut-être là c'est le salut de l'OM en tout cas vers ça que doit tendre De Zerbi. Après, il y a quand même une énigme là. Comment parce que c'est la stat, c'était sur les 4 derniers matchs, tu prends un but d'entrée là, je crois. Comment c'est possible de jamais commencer un match ou alors de toujours commencer un match avec un handicap d'un but trop rapidement. Moi, je vais te dire, comme ça. moi, je ne sais pas quel est ton point de vue là-dessus. Et comme tu étais un joueur de caractère et tu sais ce que c'est qu'une équipe qui a du caractère, moi, je pense que cet OM en manque. Je ne sais pas, parce que la question que tu poses, pourquoi ils prennent un but si vite ? Je vais ajouter une autre question à ça. Pourquoi, quand tu mènes 3-1, tu vas te mettre dans un stress aussi terrible de te faire remonter et qu'on croit, parce que quand le premier but il est refusé, mais à tous les coups on le croit, le 3-3, et si c'est pas une moitié de crampon qui te l'enlève, il y est. Et t'as vu en plus le but, c'est vraiment le but encaissé d'une équipe qui recule, d'une équipe qui flippe, d'une équipe qui, comme on le dit vulgairement, se cague, avec la petite déviation, Aguerd qui se le rend tout seul, la défense tu sais pas où elle est, ça prend l'eau. Là on est typiquement dans l'équipe qui, mentalement, au niveau du caractère global, n'est pas capable de définitivement flinguer un match, de l'arrêter, de le stopper, de le gérer, de le maîtriser. Ça, moi, aujourd'hui, on parle... Oui, alors moi, je préfère quand il joue à 4 que quand il joue à 3 derrière. On peut dire tout ça. Je préfère quand Greenwood, il est fort que quand il n'est pas fort. Évidemment, tout ça, c'est bateau de le dire. Mais le caractère, le mental, pour jouer un match comme ça, la façon dont tu vas gérer tes émotions, moi, je pense que c'est ça qui manque dans cet OM-là. Mais c'est pour ça que je vous ai écouté hier soir et nous aussi on a fait le débat hier chez Jérôme et aujourd'hui avec Vincent par rapport aux dernières prestations de l'OM. Moi je veux bien qu'on et je disais cet après-midi, j'envie les joueurs d'aujourd'hui parce que c'est souvent l'entraîneur qui prend pour eux, je trouve. Mais oui, je trouve que l'entraîneur est le bouc émissaire parfait chaque fois. Et je disais notamment sur le match de Lille, mais ça peut être le cas aussi ce soir, notamment en fin de match. Le joueur, quand il rentre sur le terrain sur un match de haut niveau, déjà, il n'a pas besoin qu'on lui explique ce qu'il a à faire. Il n'a pas besoin, si ça joue à 4 ou à 5, de dire qu'il est perturbé. Déjà, gagne ton duel personnel déjà avec ton adversaire. Et ensuite, le collectif gagnera plus facilement le duel collectif. Et au moins, avec le caractère, tu fais le minimum syndical. Là, ces derniers temps, on ne le voyait même pas. Et encore là, aujourd'hui, à la fin, tu as l'impression que mentalement, ça s'effrite, que les tauliers font pas le job et que peut-être il y a des garçons qui ont pas les épaules pour supporter la pression des matchs de haut niveau, voire des matchs avec le maillot de l'OM sur le dos. Je me pose la question. Ben moi, je suis parfaitement d'accord avec toi. Je pense que dans le haut niveau, c'est ça, mais que cette défaillance, elle vient de plein d'aspects, de ce que tu as dit qu'aujourd'hui c'est l'entraîneur qui est la star de l'équipe, qui prend tout sur lui, que le joueur a besoin d'être assisté en permanence, qu'on a besoin de lui dire que jouer 2 matchs par semaine c'est important, que quand tu joues contre une petite équipe il faut pas être nonchalant et se déconcentrer, que tu es sans arrêt obligé enfin c'est le sentiment que ça donne, de répéter, parce que là honnêtement sur le foot quoi, l'OM, ils doivent avoir 0 difficulté, sans manquer de respect à l'Union Saint-Gilloise. C'est une équipe qui essaye de mettre du rythme. C'est une équipe qui y va, qui franchement je pense, tire le maximum de ce qu'elle a en elle. Mais quand il y a 3-1 et tout, le match, il est fini, quoi. On est passé à 2 doigts, mais même pas 2 doigts, la moitié d'un doigt d'une catastrophe. Parce que si ça se termine à 3-3, c'est une catastrophe. On a un ton ce soir où on est abattu, on ne sait pas si l'OM va se qualifier. Je pense qu'on n'a pas du tout le même ton. Là, on est soulagé, on est décontracté, on dit que l'OM va se qualifier et que ce sera mieux la prochaine fois, parce qu'on pense toujours que ça va être mieux la prochaine fois. Ouais, pour que ce soit mieux la prochaine fois, il faut être bon
toutes les prochaines fois. Allez, Alors, il faut sur être bon à la chaque fois. qualification, bon, on verra, mais À 9, ça devrait coller là. Quand même. peut-être que ça suffira, mais on n'est pas sûr en fait. Ah, ça va, tu vas aller Il en faut voir ce qui va se sur les passer 2 demain. matchs, tu vas avoir mais, un point. Oui, voilà. L'OM reçoit Liverpool et va à Bruges, je le rappelle. Mais Bruges, c'est la même chose. Bruges, ils ont mis 4 à Monaco, je rappelle. Non, mais Bruges, moi, j'adore cette équipe, j'adore le Ils caractère ont qu'elle changé de affiche et coach, tout. Mais pareil, t'es Marseille avec les joueurs que t'as. Bon, mais ces équipes-là, elles n'ont pas un Greenwood dans l'équipe. Hein. Vous vous rendez compte, d'ailleurs, vous connaissez la question moyenne d'Adrien, vous n'avez pas entendu celle qu'il a posée aujourd'hui. Il a demandé si l'OM jouait en championnat de Belgique, l'OM serait champion facilement. La réponse est non. Bah facilement, non, mais logiquement, ils devraient l'être. Oui, avec leurs moyens et leurs joueurs, oui. Oui, avec le budget. S'ils sont les dans le joueurs. championnat de Belgique, ils ont des moyens qui sont mais démesurément plus hauts. La dernière fois qu'un club français a gagné en Belgique, c'était il y a 6 ans. Et il y en a des matchs entre clubs français et belges. Et attention, les clubs français en Coupe d'Europe gagnent rarement contre les Belges. Mais je sais, mais bon. Non, mais C'était PSG à Bruges. Le problème, c'est que normalement aujourd'hui, tu te rends compte qu'en face, il y a une équipe, j'ai vu ça donc, au début du match, là, les stades de possession, l'équipe qui a le moins de la possession sur toute la Ligue des Champions, c'est-à-dire 35%, je crois. Donc ça veut dire que c'est une équipe qui t'attend et qui joue en contre. Et contre une équipe qui joue en contre alors que tu gagnes 3-1 à l'extérieur, tu te débrouilles de leur laisser le ballon et de reculer dans tes 18 mètres. Non mais c'est le monde à l'envers. Normalement, le scénario du match aujourd'hui, il est parfait pour l'OM. Tu vois, ça veut dire que tu n'es pas obligé de te livrer. Bah tu peux avoir ta possession stérile. Quand tu gagnes 3, voilà. c'est bouclé. Et voilà, normalement, mais non, malgré tout, tu te fais peur jusqu'à la fin. Ozan est là pour continuer l'analyse marseillaise. Ozan, bonsoir. Salut l'équipe. Salut. Bon, est-ce que pour l'instant, tu es d'accord avec ce qui s'est dit dans l'after sur ce match ? Moi, je suis totalement d'accord avec le fait que cette équipe-là, il y a un gros problème mental, je pense. C'est-à-dire, les gros rendez-vous, dès qu'il y a un enjeu, dès qu'il y a ce truc d'enjeu, les joueurs, ils sont tellement crispés, j'ai l'impression qu'ils ne savent plus ce qu'ils font. Donc, à mon avis, cette équipe-là a vraiment, vraiment, vraiment besoin d'un gros coach mental ou un truc comme ça, parce que c'est pas possible que dès qu'il y a un minimum d'enjeu, les joueurs montrent ce visage et on arrive à se faire peur, comme pas possible. Peut-être qu'il faut le prendre. Je sais pas s'ils ont ça dans le staff comme le PSG par exemple, qui a franchi un cap très important avec ce que Luis Enrique a mis au point dans son staff et avec cette personne qui est un coach mental qui l'accompagne depuis très longtemps. Alors je t'avoue que je sais pas, mais tout le monde a ça maintenant. Non mais attendez, je sais pas si tout le monde est dans quelle mesure. Avant de parler de coach mental, il y a ce qu'on appelle l'intelligence situationnelle. Tu mènes 3-1. T'as aucune raison de t'énerver. Mais aucune raison de t'énerver. Pour n'avoir aucune raison de t'énerver, ça veut dire que tu es complètement lucide sur la situation. Même quand tu fais du sport à un petit niveau comme nous on a pu le faire, tu sais très bien que parfois, quand la pression monte à tous les niveaux, de niveau amateur à niveau pro, c'est la lucidité. La façon dont tu analyses la situation qui fait que tu maîtrises ta pulsion cardiaque, tes émotions. Tu ne sois pas lucide au tennis, t'es tout seul sur le terrain. Là, ils sont 11 là. Alors, pour être 11, la grande différence du sport d'équipe, c'est que en se regardant et en se parlant collectivement, celui qui est peut-être un peu plus fébrile, celui qui est un peu plus solide, avec un regard ou un mot, doit pouvoir le rassurer. C'est ce qu'on appelle les leaders, normalement, qui font ça. Est-ce qu'il y en a assez dans cette équipe ? C'est une question qu'on peut se poser. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas justement des leaders. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de leaders dans cette équipe. Normalement, quand tu es à Aguert, Palmieri, Højbjerg, Aubameyang, Greenwood, Pavard, même si là il n'était pas sur le terrain. Voilà, là il n'était pas sur le terrain. Attention, leader, c'est pas parce que tu as de l'expérience que tu es un leader. Hein. Non, mais justement. Et avoir joué 2500 matchs, tu n'as peut-être pas le caractère de leader. Hein. Justement, c'est pas le pédigré qui fait que tu es un leader naturel. En effet, tu as des joueurs d'expérience, mais justement, la question c'est est-ce que tu as le leader qui, quand ça va mal, prend les bonnes décisions sur le terrain ou en tout cas recadre, voire replace tous les partenaires, file un coup de boost si il sent qu'il y a des partenaires qui s'endorment un peu autour de lui, voire même prendre des décisions radicales. Un leader, il peut faire en sorte de
de faire monter un coéquipier, par exemple, ou faire descendre Pachao sur le côté gauche, en lui disant sur la fin de match, tu viens défendre, Palmieri, tu reviens dans l'axe avec nous parce qu'on est en difficulté, ils nous ont mis un costaud de plus là devant et on est en galère, tu n'es pas obligé d'attendre toujours que ça vienne du banc de touche. Voilà, maintenant, est-ce que ça, l'OM là, on peut se poser la question, c'est clair. Et franchement, la trêve, elle tombe à pic parce que là, honnêtement, ça permettra, je pense, à tout le monde de faire un gros bilan, que ce soit au coach de réfléchir un petit peu, que ce soit aux dirigeants, là, voilà. Là, à mon avis, il faut retourner en deuxième partie de saison avec un autre visage parce que là, tout ce qu'on a vu globalement, si on fait une moyenne des différents matchs, il y a eu plus de purges de De Zerbi que de matchs référence. Donc là, à mon avis, il y a vraiment une. En fait, la vérité, Ozan, c'est je ne sais pas si c'est pur, j'ai le bon mot. En fait, c'est 2 matchs où tu as le sentiment que l'OM pourrait faire plus et que s'il n'arrive pas à faire ce plus, c'est souvent une affaire de confiance, d'estime de soi-même, de confiance en soi, qui font que tu vas élever ta performance. C'est ça souvent, c'est une déception sur la performance. Je ne sais pas si c'est purge le bon mot, tu vois. Par exemple, ce soir, on en revient, c'est quand tu mènes 3-1, si tu es en confiance et tout, bah, c'est bon, le match il est bouclé, tu te mets pas à flipper comme ça. On va pas non plus là, tu as l'impression que depuis 22 minutes, on parle d'une équipe qui a perdu. Non, on va parler de tout ce qui va bien. Tiens, il y a De Zerbi qui est en conf, je sais pas s'il faut qu'on l'attrape tout de suite. On va aller, écoutez, bouge pas Ozan, on revient, on va écouter les premières réponses du coach. Je sais pas s'il y a une trad en direct, si c'est pas le cas, Daniel, on te laisse traduire. À moins qu'Eric soit meilleur que toi en italien. Non. Oh Bob, on y va. Il n'entend pas, il a des problèmes d'oreillette visiblement, Bob. Non, toujours pas. Oui, problème. Voilà, il y a un problème. Et donc toi, Eric, l'italien, pas trop. C'est le grand désespoir de ma vie. Quand mon père voulait m'apprendre l'italien, je voulais pas comme j'étais un petit con et c'est le grand regret de ma vie. Bah écoute, c'est comme moi avec l'Alsacien, c'est pareil. Bah ouais. Oh merde. J'ai failli. Ça m'aurait moins servi dans la vie, mais. Pourquoi vous avez été tous les deux comme ça? Moi j'ai fait un rejet de l'allemand et de. Ah oui. De l'allemand. De la langue. Ah oui. Oui. Bon, on comble un peu, parce qu'on attend De Zerbi avec ça. Voilà, on est en train de lui installer une oreillette. T'as dit, attends, Eric, t'as dit un truc, j'ai failli aller en Italie? Pas du tout. Ah, non, j'ai failli. C'était même. Il a failli signer à Lecce. Non, j'ai failli m'inscrire il y a 4 ou 5 ans à la mort de mon père. J'ai failli m'inscrire dans comment ça s'appelle, le truc italien, les associations d'Italiens de Marseille, là, ils donnent des cours. Et j'ai failli y aller pour gommer une erreur de jeunesse ou une erreur de vie, tu vois. Et tu l'as pas fait? Non, parce que quand tu es vieux, tu es feignant en plus. Voilà. Bon, alors, De Zerbi est en conf, mais est-ce qu'on a. Je suis pas sûr qu'on ait la liaison. Bon, il y a un problème de son. Bon, dommage. J'espère qu'on va. Qui veut pas qu'on l'écoute. J'espère qu'on va régler vite cette histoire. Bon, excusez-nous pour cette digression personnelle, toujours intéressante. Ozan, on revient vers toi. Démarrons l'évaluation en attendant qu'on puisse entendre De Zerbi. Bon, on a dit Greenwood, homme du match. Je pense que tu es d'accord avec nous. Mais bien sûr, totalement, une nouvelle fois. Surtout, ça nous réconcilie un peu avec lui parce qu'on avait toujours tendance à dire que dans les matchs vraiment où on l'attendait, il n'était pas là. Donc, cette année, on peut pas lui dire ça. Cette année, c'est lui qui porte l'OM dans n'importe quel match. C'est toujours Greenwood est bon, ça va pour l'OM. Et heureusement que cette année il est là, parce que si Greenwood il est pas là et si on peut pas se reposer sur des individualités, que ce soit Greenwood ou que ce soit Weah, parce que Weah également, je trouve qu'il fait une bonne première partie de saison globalement. Pour toi ce soir? Qui Greenwood? Weah. Weah également, Weah pour moi, tous les matchs de Ligue des Champions qu'il a pu jouer, il a fait plutôt un bon travail. Weah également, pour moi, c'est un des tauliers de cette équipe. Et c'est dommage qu'on ait à se reposer sur des individualités. Enfin, quand j'ai dit purge ce soir, c'est bien sûr, c'est pas une purge ce soir, on s'en sort très bien. Mais globalement, dans la saison, il y a eu, je trouve, beaucoup de purges et très peu de matchs de référence de De Zerbi, que ce soit collectivement ou voilà. Après, le premier but, c'est un très beau mouvement collectif. Il y a quand même eu des beaux mouvements. Il y a quand même eu il faut pas que les dernières minutes qui ont fait très peur fassent oublier que il y a quand même de belles séquences et même des moments de maîtrise. Eric. Enfin, sans manquer de respect, Pardon.
Non, mais sauf que Daniel, tu as des moments dans un match, il n'y a pas eu de match plein, hein, on ne va pas prendre l'Ajax comme une éventuelle référence parce que c'est le seul que je vois. Il y a toujours eu des séquences dans un match où tu souffres, où tu rentres mal dans le match, et après des séquences où, et c'est ça, des séquences où ça se passe bien, où tu sens que y a quelque chose parce que il y a quand même des joueurs dans cette équipe-là, notamment Greenwood, voire même Aubameyang, il a déjà montré malgré son âge sur certains matchs qu'il pouvait être précieux. Là, je trouve qu'il joue trop parce que ce soir on l'a pas vu du coup, mais il n'empêche que c'est ça qui fait dire que cette équipe a du potentiel, mais elle ne le montre jamais sur un match complet. Et donc on est frustré, obligatoirement on est frustré. Tu n'as pas le droit de souffrir autant contre une équipe belge. Je suis désolé pour nos amis belges, mais tu ne dois pas souffrir, surtout en menant 3-1. Voilà, et ça c'est quand même pour moi incompréhensible et un mystère malgré tout. Mais je suis d'accord avec ça, et sans manquer de respect bien sûr à cette équipe belge, c'est l'un des petits poussés de la compétition. Si face à l'Union Saint-Gilloise, tu n'arrives pas à montrer ton jeu, non, mais attends, en fait c'est faux ça. Tu sais qu'ils sont champions de Belgique, ils sont devant là toujours là. Et une nouvelle fois contre les clubs français, les Belges ils gagnent quasiment tout le temps. Hein. Enfin bon, le Bruges qui a battu Monaco, même si là l'Union Saint-Gilloise fait une plutôt bonne campagne de Ligue des Champions, je crois qu'ils ont 7 points à l'heure actuelle, mais pour moi ça reste quand même une équipe petit poussée, et par rapport à l'OM, à l'effectif de l'OM, aux 11 de départ de l'OM, bien sûr qu'ils doivent montrer leur jeu, bien sûr qu'au niveau des actions collectives, ils doivent se montrer, ils doivent être présents, et que tu te fasses peur comme ça, parce que là c'est un miracle, si l'OM s'en sort avec les 3 points, c'est un miracle. Normalement, en fin de soirée, on n'est pas censé parler de miracle lorsque l'OM bat l'Union Saint-Gilloise. Et d'ailleurs, Gilbert, le problème dans ce que tu dis tout à l'heure en disant on parle comme ça d'une équipe qui a gagné. Sauf que ça se joue, donc on est d'accord, à 1 centimètre ou peut-être même à 5 millimètres, qui est un nul. Et avec, c'est pour ça que des fois, la dictature du résultat, quand on commente un match ou quand on débriefe un match, il faut toujours se méfier parce que c'est pas grand chose quoi ce soir la fin de match. Voilà, donc on est obligé de regarder les carences de l'OM parce que tu dois te qualifier et tu peux avoir l'ambition de faire une petite campagne. On a récupéré 2 arbitres, je te coupe Eric, désolé. Najib a retrouvé le bon câblage. C'est Jimmy ce soir. Najib. Il parle de la défense, Daniel, je te laisse traduire. Bravo Gilbert, tu avais tout compris. Sulla sinistra e sulla destra che andassero anche, quindi Murillo ha quelle caratteristiche attends 2 secondes, je recolle anche les di bouts, spinta, così come Emerson, e volevo solo un difensore in campo all'inizio, poi ho dovuto togliere Weah e mi è dispiaciuto. Alors il a enlevé non Weah, volevo toglierlo ma aveva preso il cartellino giallo, il avait pris un carton jaune et il a préféré être prudent. In fase difensiva et en phase défensive difendeva su Niang che era molto veloce, avevo paura di un Niang qui était très rapide. Et de ce côté-là, ça a été un petit peu plus compliqué. Et il avait peur de prendre un 2e carton jaune. C'est pour ça qu'il l'a enlevé. Et je l'ai expliqué aussi bien à Weah qu'à Pavard, qui visiblement était potentiel entrant. Si c'est ça que j'ai bien recollé avec ce qu'il avait dit au début. Question Jean-François Pérez. Est-ce que vous estimez aujourd'hui qu'avec les qualités qu'il montre, il est l'un des meilleurs attaquants d'Europe, tout club confondu? Je parle de Greenwood. Oui. Sì, credo che sia uno degli attaccanti migliori d'Europa, però anche lui quando siamo sul 3-1 deve imparare a gestire la palla e non a forzare, non perdere il pallone. Mais je pense que quand on non è una cosa au-delà de ses qualités, il faut que lui aussi il apprenne à gérer les ballons, à donner un petit peu plus de maîtrise à l'ensemble. E questo non vuol dire non essere felici di Greenwood. Et ça veut pas dire que je suis pas content de ce qu'il fait. In quei momenti là, mais dans ces moments-là, passa anche da lui la sofferenza. Ça passe aussi par ça passe aussi par lui de nous faire moins souffrir en gardant un petit peu plus le ballon et en mettant un peu plus de maîtrise dans le jeu. L'intelligence situationnelle dont je parlais. Non, c'est pas exactement ça. Là, ce qu'il vient de dire sur Greenwood, c'est hyper intéressant. On va y revenir après. Deux questions, Florent Germain, bonsoir. Quel impact peut avoir positivement, quel impact positif peut avoir une victoire comme ça dans la souffrance
Voilà, parfois il y a forcément des choses peut-être à revoir ou à perfectionner, mais pour l'état d'esprit, pour le soulagement par rapport au dernier match, j'imagine que c'est une victoire qui peut faire du bien au vestiaire et à vous-même. Ce que cette victoire pourra apporter à l'OM pour les semaines à venir. Sì, i giocatori erano molto stanchi nello spogliatoio. Alors les joueurs étaient très fatigués à la fin du match. Se si guarda la classifica di Champions League, si on regarde le classement de la Champions League, che hanno più punti di noi, quindi 10, les équipes qui sont devant ont plus de points que nous, 10 et au-dessus. C'est des clubs qui font tous la Champions League depuis pas mal d'années. Donc si nous on voit d'où on est parti l'année dernière, on a de quoi être satisfait de notre classement aujourd'hui. Io leggo le interviste di altri allenatori, je lis les interviews des autres coachs en Europe, tutti si tout le lamentano monde dei se giocatori che plaint des mancano. blessés, A me non des mi joueurs qui sentite mai manquent et du lamentarmi rythme. dei giocatori che mancano, ma è chiaro che avere in panchina Junior, Traoré e Guiri, Et avoir sur le banc les joueurs qui nous manquent, donc Guiri et Traoré, ça serait un plus pour nous. perché l'Union quando ha messo Au moment où David, tu veux changer les joueurs, quand tu as sur le banc des solutions de rechange aussi fortes que si on avait ces deux joueurs-là, ça m'aiderait beaucoup. impegna ancora la linea difensiva. Parce que les efforts défensifs, quand on est attaqué comme en fin de match, il faut en gros les subir, les assumer. A vincere 5-0. Je ne sais pas si vous pensiez qu'on devait venir ici pour gagner 5-0, mais pas moi. Voilà pour les premières questions. Enfin, ouais, des choses intéressantes morceaux de la conférence de presse notamment sur Greenwood. Attends, on fait une pause et, après, on y revient pour parler de Greenwood. Comment il dit en italien j'adore. Greenwood. Non, Greenwood. Greenwood. Comme il disait Virchowood à l'époque. Ouais, c'est Greenwood. Greenwood. Pas mal. Allez, à tout de suite pour analyser ce qu'a dit De Zerbi et continuer l'évaluation évidemment. Et puis après, on parlera de Monaco. Il est 23h36, Eric Dimeco et Daniel Riolo sont là. On a entendu De Zerbi. Oui, vous voulez revenir donc sur. Tu voulais revenir, Daniel, sur ce qu'il a dit sur Mason Greenwood. Bah écoute, la question de Jean-François, c'était est-ce que c'est un des meilleurs attaquants actuels? Donc, ok, ça, c'est notre première impression parce que ce soir, effectivement, quand il touche le ballon, il change tout. Premier but. Deuxième but, il est dans le coup partout, il en marque, il met le troisième qui est bon. En fait, le troisième, je vais te dire, tu te dis quand il prend le ballon que de toute façon, il ne va pas rater et qu'il va marquer. Qu'il le fasse avec un geste technique de classe, la facilité avec laquelle il déclenche les frappes, et sur ce troisième but, non seulement il fait un dribble qui a priori n'est pas simple, mais qui fait par lui semble facile. La façon dont il enroule, mais tu te dis tout est super facile et parce que c'est Greenwood, il va le mettre ce but. Il y a une fluidité dans ses gestes qui le positionne comme un joueur hors classe. Donc ça c'est notre constat, on est très content. L'OM a un joueur de classe internationale, il permet à l'OM de mener 3-1, pas de problème. De Zerbi, quand tu lui poses la question, il dit ok, ouais, super, il est très fort et tout, bon, on évacue, c'est bon, il nous a fait kiffer. Mais il semble ouvrir une brèche pour dire j'attends quand même un petit peu plus encore de lui. J'attends quand même encore un petit peu plus de lui. Il est fantastique, mais à 3-1, je veux qu'il garde un petit peu plus les ballons. Je veux qu'il nous aide à souffrir. Je pense qu'il a élevé encore un petit peu plus le niveau d'exigence qu'il a par rapport à lui. Alors que sur le match de ce soir, je ne sais pas si c'est là ce soir que... C'est très bien qu'ils le disent, hein, je ne dis pas qu'il ne doit pas le dire. Mais il nous a tellement éblouis sur l'action du premier, sur les deux buts qu'il met, que bon... Oui, mais sauf que Daniel, quand il fait son raisonnement sur Greenwood, il ne parle pas que du match ce soir. Parce que la question, c'est est-ce qu'il fait partie des meilleurs attaquants d'Europe? Et je suis sûr que... Alors lui dit oui, bien sûr, parce que c'est ce joueur, hein, il ne va pas dire non. Par contre, lui, il sait ce qui lui manque pour être un des meilleurs attaquants du monde. Et pour être un des meilleurs attaquants du monde, il faut plus de volume et plus de constance à l'intérieur d'un match, voire même sur toute une saison. Et le problème de Greenwood, on le connaît, même si je trouve que cette année, du coup, il gomme beaucoup de défauts qu'il avait l'an dernier. On le découvre pas. Hein. À l'intérieur d'un match, il est capable de te faire 3 exploits pour te faire gagner le match, de disparaître complètement. Il est capable, entre la 9e et la 12e journée, de disparaître. Et le problème des attaquants de très haut niveau, c'est que les mecs, il faut toujours qu'ils soient à minimum 15 sur 20, quoi.
Et surtout, Eric, dans le travail défensif, tu regarderas tous les coachs d'Europe maintenant. Si tu vas jouer à City, tu vas jouer à Liverpool, tu vas jouer au Real, puisque Xavi a des problèmes avec ses attaquants, au Barça, dans tous ces clubs-là, puisque on le voit dans un club comme ça, et il faut bosser défensivement. Il faut faire plus que ce qu'il fait. Hein. C'est pour ça qu'il dit ça. Il y a quand même une tendance qui est un petit peu en train de devenir malsaine avec ces histoires des attaquants qui doivent défendre outre mesure. L'attaquant qui va défendre outre mesure, mais qui va être dans le coup de 3 buts après dans la rencontre, honnêtement, moi je ne sais pas s'il y en a. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où Yamal se fait déglinguer, où Mbappé se fait déglinguer. Alors c'est à juste titre ou pas à juste titre, hein, parce que bon. Oui, sauf que Greenwood, c'est pas encore ni Mbappé ni Yamal. Quand il met 3 buts par match, on dit qu'il fait que mettre des buts et c'est tout, et que ça compte pas. Il y en a plus un aujourd'hui. Je ne sais pas qui sont les joueurs attaquants qui échappent à une espèce d'entreprise de démolition sur les réseaux et dans l'analyse footballistique globale. J'arrive plus tellement à comprendre. Avec le côté tout le monde doit défendre, même les attaquants, machin, tout. Mais le mot de la fin est derrière, on va pas te coller 3 buts quand même, hein, si en même temps tu dois défendre tout le temps. Parce que le profil qu'on est en train de décrire, il n'existe pas. Et là, moi, je dis qu'on est entré dans une tendance perso d'analyse foot que j'ai du mal à comprendre. Oui, sauf que Daniel, et le débat sur Mbappé, on l'a fait nous aussi, vous l'avez fait. Non mais Yamal, il se fait déglinguer. Oui, mais moi j'attends que Greenwood, ils mettent les 3 buts contre Liverpool la prochaine fois, contre le PSG au Stade Vélodrome, parce que là, dans ces cas-là, s'il te fait basculer des matchs comme ça, là, mais moi sur le terrain, je cours pour lui. C'est même moi qui lui dis c'est moi qui. Marseille, Greenwood. Hein. Voilà, donc c'est pour ça que ce qui lui manque malgré tout, c'est soit tu mets les buts contre les grosses équipes et tu fais gagner contre les grosses équipes, soit il faut que tu fasses un peu plus que marquer des buts. Voilà, c'est mais qui va les mettre les buts après? Allez, on avance les gars. On a beaucoup parlé de Greenwood. J'espère qu'il y en aura d'autres. Hein. Loïc est là au 32-16. Loïc voulait parler de Rouli, parce que c'est intéressant d'analyser le match de Rouli sur sa globalité. Loïc, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, on t'écoute sur le gardien de l'OM. En fait, je voulais juste revenir sur le jugement des centres de Rouli, parce que en fait, il fait un magnifique arrêt. Il y a rien à dire sur l'arrêt qu'il fait. Par contre, il y a une erreur de marquage incroyable sur cette action d'ailleurs, par ailleurs. Enfin bon. Oui. Alors, ça on est d'accord, mais même sur le deuxième but de l'Union Saint-Gilloise, il fait une claquette. Parce qu'il y a le joueur qui est juste derrière lui, mais finalement, en fait, il juge déjà extrêmement mal le centre. Et en plus, derrière, moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de danger à part la personne qui est derrière, mais au pire, il va sur lui, il y a faute. Donc, en fait, pour moi, il y a quand même une première erreur. Et la deuxième erreur, même s'il fait un arrêt sensationnel, et franchement, il n'y a rien à dire, j'ai rien à dire sur Rouli sur le début de saison, mais sur l'arrêt exceptionnel qu'il fait, pareil. Il y a des petits ajustements, des pas d'ajustement vers l'avant, mais au final, il sait pas trop où il va. Sur le but de Toulouse, c'est pareil, il y a toujours des petits pas vers l'avant, comme s'il était dans l'anticipation constamment. Et je trouvais qu'à chaque fois, en fait, il y a quand même des petites erreurs de placement. Certes, il se rattrape, même si on fait l'unanimité sur Rouli, il n'y a aucun problème. Mais moi, je trouve que quand même, il y a pas mal d'erreurs de jugement sur Rouli. Donc au final, tu dis qu'il a fait un bon match ou un match moyen? Moyen, ce soir, il fait un match moyen. Il a 2 buts pour lui, pour moi. Pour lui. 2 buts où il peut faire mieux, on va dire. Allez. Voilà, après, évidemment, il fait un arrêt sensationnel, même si je juge que la tête, elle est pas forcément bien placée. Mais en soi, voilà, il y a quand même toujours des petites erreurs de jugement. Globalement, on va pas, c'est pas Rouli le fautif ce soir forcément. On fait rentrer Bilal Nadir aussi. Je voulais parler juste 30 secondes si j'ai le temps de Bilal Nadir. On le fait rentrer à la 62e. Enfin, De Zerbi le fait rentrer à la 62e minute. À partir de ce moment-là, il se passe plus rien. Au milieu de terrain, il y a plus rien. Même si finalement O'Reilly était un peu en demi-teinte, pareil. O'Reilly, erreur de placement, j'ai trouvé en tout cas. Et il servait pas à grand chose, mis à part la passe qu'il fait pour Greenwood qui est parfaite. Mais mis à part ça, il est un peu transparent. Alors attends juste, Eric, tu dis quoi de Rouli, toi? Non mais Rouli, bien sûr qu'on peut noter. Alors sur le dernier centre, il est dur parce qu'il est vachement tendu, il est vachement au deuxième poteau. Celui-là, c'est pas celui qui me choque le plus. En effet, il a fait des approximations. Mais moi, tu sais, un gardien, à la fin de l'année, tu fais les colonnes là, tu sais, les plus, les moins, et tu comptes le nombre de points qui te fait gagner.
Eh ben, je vais te dire que celui-là, il nous en a fait gagner depuis le début de la saison. Parce que les matchs où on est moyen et où lui te les fait gagner depuis le début de la saison, il y en a quelques-uns. Hein. Je suis d'accord. Il y en a quelques-uns. De cette façon, voilà. Donc c'est pour ça que moi, un gardien qui te fait gagner des points, beaucoup de points dans la saison, écoute, de temps en temps, il passe au travers, et s'il passe au travers, qu'en plus tu le gagnes le match, eh ben même pas, je vais noter ce qu'il a fait. Tu veux que je te dise? Voilà, mais en effet, j'ai vu comme vous, hein, mais ce garçon, depuis le début de la saison, amusez-vous, et à notre ami auditeur, supporter de l'OM, qui s'amuse à compter le nombre de points qu'aurait l'OM si on avait Paul Lopez, par exemple. Tu vois? Voilà, je veux juste qu'on compte ça. Non, mais c'est un des meilleurs Marseille depuis le début de la saison. Juste pour terminer, avant c'est parce que c'est celui qui était là avant. Hein. Sur le milieu de terrain, enfin, puisqu'on faisait une analyse un petit peu collective, là où l'OM trouve pas de solution pour l'instant, c'est le troisième homme du milieu. C'est-à-dire celui qui est censé faire un peu le playmaker, le 10. Je veux dire, là, c'était O'Reilly, c'est lui qui. Ils essayent. Le profil Rabiot, par exemple. On l'essaye plus. De qui, pardon? Non, je rigole parce que chaque fois que tu parles du milieu de terrain, je te parle de Rabiot et chaque fois j'ai peur que tu t'étouffes quand je parle de Rabiot. De toute façon, il joue pas là, quoi qu'il en soit. Même Rabiot, vraiment, il faut en parler sérieusement. Quand bien même, c'est plus bas. À la limite, tu me dis, je le mets à la place. L'an dernier, il a joué plus haut. Oui, d'accord, mais néanmoins, je trouve pas que ce soit sa place. Donc, le gars qui doit jouer le 8-10, l'OM arrive par un coup. O'Reilly, bof ce soir. Gomez, bof. C'est ce joueur-là qu'on n'arrive pas à trouver à Marseille. J'aimerais qu'on conclue quand même sur le match de Pachao. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Pas mal, il défend beaucoup, hein, il cavale. Hein. Puisque maintenant les gens ne kiffent que quand les attaquants défendent. Il a mis un but et il a défendu comme un malade partout. Donc bon, écoute, on va lui créditer d'un bon match. Oui, moi j'ai toujours, j'arrive pas, bien sûr qu'on peut juger les matchs qu'il a fait et on peut même être indulgent parce que ça fait 6 mois qu'il est là, ce serait pas le premier joueur qui met un temps d'adaptation en arrivant à l'OM, il n'y a pas de souci, sauf que j'arrive pas à évaluer son véritable niveau, j'arrive pas à savoir si c'est un joueur niveau Ligue des Champions ou si c'est un joueur niveau Ligue 1, il va te faire du bien et c'est tout. J'ai du mal. Mais je lui laisse beaucoup de crédit encore parce que parce qu'il a coûté cher. Oui, puis déjà, et parce que nombre d'exemples de garçons qui ont mis 6 mois. C'est comme si tu t'étais acheté une paire de pompes super chères et qu'elles te font mal aux pieds. Quand elles sont à la maison, et tu dis putain merde. Et on les met quand même. Elles doivent être bien. Tu les essayes avec plein de fringues. Tu dis non mais je suis sûr qu'elles sont bien. Mais quand tu sors, t'attends que les gens te disent non, elles sont vraiment belles. Hein. Voilà, c'est ça.